Europe 1 matin. Le club de la presse européen, discours contre discours hier. Joe Biden, Vladimir Poutine hier à quelques heures d'intervalle. Des mots pour l'histoire aux accents très prononcés de guerre froide. Le tout aussi à 2 jours maintenant du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Alors côté Poutine, longue dissertation sur l'agression subie par la Russie et les méfaits de l'Occident. Côté Joe Biden, d'abord l'impression d'un fact-checking. Non, l'Occident n'a jamais comploté contre la Russie. Et puis ce message, l'OTAN est plus forte que jamais. Le soutien des États-Unis sera indéfectible. Mais que nous annoncent ces deux discours sur l'avenir de la guerre? On en parle avec nos deux plumes du jour. Bonjour Jérôme Béglé. Bonjour Dimitri. Le directeur général du journal du dimanche. Yves Tréhard est avec nous aussi, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous l'avez entendu, il y avait un peu comme du Reagan dans la bouche de Joe Biden hier. On parlera du discours de Vladimir Poutine, mais d'abord côté Joe Biden. C'est assez étonnant. Le président américain qui par ailleurs n'a pas prononcé une seule fois le mot de Chine. Il n'a pas du tout parlé de la Chine. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, à travers le discours du président américain? Moi, ce que j'ai entendu surtout, c'est l'Occident uni. Oui. Et d'une certaine façon, merci Monsieur Poutine, mais il n'a pas dit ça comme ça, évidemment, eh bien d'avoir, je dirais, rassemblé, ressoudé la troupe au cœur de l'OTAN et au cœur de l'Occident, d'une certaine façon. C'est vrai que les États-Unis avaient un peu détourné le regard, on le sait, avec Barack Obama, de l'Europe pour le porter davantage sur l'Asie. Et puis là, ils ont été obligés de revenir. Ils ont été obligés de revenir vers le vieux continent. Et je trouve que les accents de Biden étaient des accents un peu victorieux, si vous me permettez l'expression. Va-t-en Même guerre si va-t-en guerre, non, mais victorieux en disant, mais finalement, on n'est pas dans une situation défensive, on est dans une situation offensive et on est prêt en cas de, je dirais, de dérapage encore plus accentué de Vladimir Poutine. Donc moi j'ai trouvé que c'était un discours qui n'était pas un discours qui se voulait une réponse direct à celui que Poutine avait prononcé quelques heures avant. J'ai trouvé qu'il était resté, il n'était pas sorti de ses gonds, alors que Poutine avait quand même tout fait pour essayer de le provoquer. Jérôme Béglé. L'Amérique est finalement dans une situation très confortable. D'abord, cette guerre, elle se passe à des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres de chez elle. Donc il n'y a pas un GI qui est engagé. Donc en termes d'image, c'est tout bénef. Deuxièmement, elle a transformé l'Ukraine en immense showroom pour ses armes. On voit arriver des munitions qui sont testées, dont le monde entier peut apprécier l'efficacité, et qui font tourner à plein, si j'ose dire, le complexe militaro-industriel américain, qui avait, comme tous les complexes militaro-industriels occidentaux, tourné sur un cylindre, si j'ose dire, depuis une quinzaine d'années. Troisièmement, un chef d'État dont je ne tairai le nom avait dit que l'OTAN était en mort cérébrale. Pour un mort cérébral, l'OTAN se porte très bien puisqu'elle s'est totalement ressoudée autour d'un ennemi commun qui fait consensus de Washington à Ankara, de Londres à Paris. C'est quand même pas commun. Et ça, cet ennemi, c'est la Russie. Donc effectivement, et je rejoins Yves Tréhard, il avait la satisfaction du devoir accompli. C'est vrai que parmi les conséquences de cette guerre, on peut dire que les velléités européennes, ou en tout cas macroniennes, d'autonomie stratégique, là, partent un petit peu en fumée, très, très clairement. Moi, j'ai eu cette impression, je complète, Yves, avec d'abord l'impression d'un rejet mutuel sur l'autre, de la responsabilité du conflit, ça très clairement, et puis l'affirmation dans chaque camp d'une détermination absolue. Et si je simplifie l'équation, je dirais que côté russe, c'est est-ce que j'aurai assez d'hommes à envoyer dans le hachoir à viande? C'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça que parle par exemple Evgeny Prigojine, le patron de Wagner. Et côté ukrainien et côté occidental, c'est est-ce que j'aurai assez de munitions pour faire pièce? Oui, mais si vous voulez, moi je ne crois pas qu'on soit tout à fait dans le même discours des deux côtés. Je pense que de toute manière, plus personne ne peut reculer. C'est-à-dire que Moscou ne peut pas reculer, Poutine ne peut pas reculer, et l'Ukraine ne peut pas reculer, et l'Occident ne peut pas reculer dans son aide à l'Ukraine. Mais je crois que Poutine est quand même dans une situation plus compliquée que nous. Beaucoup plus compliquée que l'Occident. Parce que Poutine, il est en train de jouer sa tête, là. Il est en train de jouer son régime. Avez-vous entendu les mots d'Evgeny Prigojine justement récemment? Prigojine est quand même assez... Les reproches qu'il fait à l'armée russe, on ne me livre pas assez de munitions. Il n'arrête pas de le provoquer pour qu'il aille encore plus loin, si vous voulez. Et il est en train de remettre en question tout le dispositif de Poutine. Je ne dis pas qu'il y arrive d'ailleurs. Alors que pour ce qui s'agit de l'Occident, l'Occident a de toute manière, n'a pas encore montré sa pleine capacité, parce que je vous rappelle que les armes ne sont pas
pas arriver sur le champ de bataille et qu'on va voir ce qui va se passer au printemps et surtout après l'été d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, on ne mène pas la même guerre. Les Russes mènent une guerre extérieure, mais une guerre limitée. Les Ukrainiens, c'est une guerre de libération nationale. Les Occidentaux, pratiquement une guerre par procuration. Jérôme Béglé aussi. Alors, les Russes mènent une guerre limitée, je ne suis pas forcément d'accord. C'est la guerre de leur vie, en tout cas c'est la guerre de la décennie. Ils ne peuvent pas la perdre. Or, je vous rappelle que on est maintenant à 1 an, il y a quand même un agresseur et un agressé, c'est factuel. Tout le monde... Mais ça, tout le monde n'est pas d'accord, Jérôme Béglé. Vous voyez bien comment le monde réagit. Le monde soutient l'idée que c'est l'OTAN qui a agressé la Russie, que la Russie finalement ne fait que se défendre. Oui, enfin, je connais les arguments selon lesquels une partie des séparatistes ukrainiens bombardaient les oblasts de l'Est de l'Ukraine. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des perceptions dont on est obligé de tenir compte. 80% du monde occidental et même de l'ensemble des pays du globe pensent qu'il y a un agresseur et un agressé. Ça fait guère de doute. Après qu'on ne se positionne pas parce qu'on a des intérêts avec Moscou, je le comprends. Enfin, la raison impose de dire ça. Par ailleurs, lorsque au mois de février dernier, la Russie a lancé ses chars contre l'Ukraine, tous les 4 dans le studio, on était prêts à dire que c'était une affaire de quelques semaines. Oui. 1 an plus tard, la Russie a progressé de façon limitée et a reculé de façon moins limitée. Et aujourd'hui, on est dans une guerre de position inimaginable il y a 1 an. Par conséquent, je pense que Yves Tréhard le disait très bien, si le conflit doit s'éterniser, il sera très coûteux en vie côté russe. Et à un beau matin, quand même, il y aura des femmes, des filles et des mères de soldats qui vont dire « Mais où sont passés nos enfants? Où sont passés nos maris? Où sont passés nos parents ?» On a besoin de savoir et on ne peut pas se contenter du discours officiel. Et par ailleurs, c'est une guerre qui est quand même coûteuse. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une machine russe pour fabriquer des obus autant qu'on en voulait. Je demande à voir quand même. Ces obus, d'abord, ils sont d'une qualité médiocre et ils ne permettent en tout cas pas à l'armée russe de progresser et de reprendre le terrain perdu ces derniers mois. Vous entendez les militaires, Jérôme Béglé, ils vous disent aussi, c'est aussi une des leçons de cette guerre, c'est que des armes de haute précision, type canon César, certes, c'est efficace, mais l'essentiel, c'est la masse. C'est la masse. Des vieux canons, des vieux chars des années 60, finalement, peut-être auront raison de cette guerre, Yves Tréhard. Oui, mais enfin, je voudrais répondre à la question que vous avez posée à Jérôme Béglé tout à l'heure. Il ne faut pas se tromper. Les autres nations, et notamment les nations africaines, elles n'ont pas un amour inconsidéré pour Moscou. Ce qu'elles voient dans cette guerre, c'est la remise en question d'un ordre occidental qui existe depuis 60 ans, depuis les indépendances d'une certaine façon, puisque la guerre froide n'a pas réussi la guerre froide s'est soldée avec au bénéfice finalement des États-Unis et donc de l'Occident. Et ce que beaucoup voient là, c'est justement une façon de remettre en question cela. Et on est en pleine, je dirais, dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, en pleine révolution actuellement, de remise en question à la fois de l'ordre occidental et de tous les responsables africains qui ont obéi à cet ordre occidental. Et ça, c'est très intéressant de voir comment ce conflit, qui se passe à des milliers de kilomètres de chez eux, eh bien, est le révélateur tout le monde se repositionne. D'un ressentiment, pas uniquement d'ailleurs en Afrique, mais dans beaucoup de pays, d'un ressentiment qui, jusqu'à présent, n'était pas exprimé. Jérôme Béglé. Petit bémol, certains pays africains ont opté pour le parapluie russe ou soviétique, que ce soit l'Algérie à une certaine époque, soviétique. Non, mais que ce soit l'Algérie à une certaine époque, ou que ce soit l'Éthiopie à une autre, ça n'a pas mené à un développement harmonieux et heureux pour les populations. Donc, le modèle occidental qu'il est bon de décrier aujourd'hui, force est de constater que c'est le moins mauvais de tous, ceux qui ont été... Le contraire, mais donc je ne suis pas certain que les pays africains aient tout à fait intérêt à dire on va encore. Mais vous avez vu, Jérôme, c'est-à-dire que les États-Unis aujourd'hui entreprennent une tentative de reconquête face à l'influence croissante de Wagner. Proposition a été faite par les autorités américaines aux autorités centrafricaines, qui sont très liées avec Wagner. Vous repoussez Wagner, à la place, nous les Américains, nous vous envoyons des instructeurs, nous vous envoyons de l'aide humanitaire, etc. Il n'est absolument pas certain que la République centrafricaine accepte la proposition américaine. Pourquoi ? Parce que Wagner apporte une aide à la limite entre le formel et l'informel que jamais les Américains ne pourront apporter, Jérôme Béglé. Aussi longtemps que Wagner pourra apporter cette aide. Mais on dit ça, on a l'impression de jouer avec des chevaux de bois. Il y a quand même il y a quand même un peuple, il y a quand même des Centrafricains qui sont parmi les plus pauvres du monde. Bien sûr. À force de s'allier à des groupes paramilitaires, à des pays qui les exploitent, ou à des pays au développement économique
économiques eux-mêmes limités. Vous voulez dire que le peuple centrafricain est l'otage du pouvoir à Bangui? J'ai l'impression que Vladimir Poutine dans le texte. Il l'est depuis 40 ans, 50 ans. Je ne veux pas revenir à Jean Bedel Bokassa, mais il y avait quand même un petit peu de ça aussi. Oui. Le fils de Jean Bedel Bokassa n'a plus accès au tombeau de son père, repoussé par Wagner. Juste sur Wagner, quelque chose qui m'a interpellé hier quand même, c'est quand on réalise la taille de cette société aujourd'hui, c'est la taille de l'armée de terre française. Hein. C'est 50 000 hommes. Hein. L'armée de terre française, les forces opérationnelles, je crois que c'est 70 000 hommes. On Wagner essaye de s'installer dans d'autres pays, c'est-à-dire de recruter dans d'autres pays, notamment en Serbie et dans beaucoup de pays des Balkans. Oui. Donc Wagner, effectivement, c'est aujourd'hui c'est beaucoup plus que la milice qu'on a décrit au début. Et effectivement, c'est une espèce de supplétif de l'armée russe, bien sûr. Ne fantasmons pas Wagner non plus. Il devait changer la physionomie de la guerre en Ukraine. Là où ils ont remplacé une armée russe effectivement un peu dépenaillée, mal organisée, mal armée, ça n'a pas changé du tout la configuration du conflit. Par ailleurs, on sait tous ici que pour faire un coup d'État ou pour faire une opération de maintien de l'ordre dans beaucoup de pays d'Afrique, il vous suffit de 10 pick-up, 3 chars et 500 personnes et vous pouvez arriver à renverser un régime. Donc je ne crois pas qu'il faille en faire l'espèce de 4e, 5e ou 6e armée du monde capable de changer un conflit territorial. Un mot de la suspension c'est l'annonce principale du discours de Vladimir Poutine hier, la suspension de la participation de la Russie au traité New Start. Suspension, soyons précis, on n'est pas dans un retrait. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère de réarmement nucléaire? Confère aussi les possibles essais nucléaires nord-coréens imminents, ce qui se passe en Iran, ils sont à 84% d'enrichissement de leur uranium, etc. Alors oui, il y a un vrai risque nucléaire, on est d'accord. Je ne crois pas que ce qui a été dit hier par Vladimir Poutine l'accélère. New Start, ça avait été signé entre les présidents Bush et les présidents Yeltsin au sortir de la guerre froide. Ça c'était Start. New Start, c'est Obama-Medvedev. New Start, c'est 2010. Et après, cet accord a été confirmé par Obama-Medvedev. Et tout le monde pensait il y a 2 ans, quand il arrivait à échéance, je crois que c'était 2021, donc même l'année dernière, qu'il ne serait pas re-signé. Il se trouve qu'il a été conclu ou qu'il a été prorogé comme ça, sans que personne n'y croie. C'est franchement une surprise pour personne que la Russie dise, écoutez, on va sortir de cet accord que plus personne ne respecte déjà depuis quasiment 1 an. Ils sortent pas, ils ont suspendu seulement. Mais les Russes disent on suspend parce que les Américains ne nous laissent plus aller contrôler leur armement nucléaire. C'est une façon d'argumenter pour Vladimir Poutine en disant de toute manière, l'agresseur ce n'est pas la Russie. L'agresseur aujourd'hui c'est Washington, ce sont les Américains et l'Occident. Et donc évidemment, pour parler, il parle beaucoup à son opinion publique. Pour se défendre, il faut que on fasse valoir notre arme nucléaire. Mais il est évident que dans la coulisse, je peux vous dire, entre Chinois, Américains et Russes, tout ça est calé et je ne crois pas que l'arme nucléaire soit d'actualité. Merci Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci Jérôme Béglé d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, le directeur général du journal du dimanche.